vendredi 2 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, 16 jours de bilan, nous avons dépassé la mi-saison et c'est la pause estivale. Alors au cours des prochaines minutes, c'est le temps de rendre nos bulletins. Nous allons distribuer les notes aux 10 écuries ainsi qu'aux 20 pilotes et ça commence maintenant. Il est maintenant temps de rejoindre un collaborateur, professeur, qui est prêt à distribuer ses notes pour la mi-saison 2024. Monsieur Kevin Fontaine, re-bienvenue au F1 Podcast. Salut Martin, comment ça va? Merci encore de l'invitation. Ça va super. C'est l'heure de bilan. Je sais que tu as corrigé tous les examens de tous tes élèves, de tous les écuries. Tu as analysé ça au cours de la semaine dernière. Je t'avais demandé de faire ce devoir-là. J'ai fait le même exercice de mon côté aussi. On va commencer, si tu le veux bien, par les derniers et non les moindres, ceux qui ont les moins bien performé. Et cette saison, après 14 courses, il n'y a pas de question qui se pose. C'est bel et bien Sauber, Stack, F1 qui ont accumulé un maigre total de 0 points. Moi, la note que je leur ai donnée là, pour les gens, pour les mettre qu'on puisse comprendre un peu comment ça va fonctionner, ben, on va donner de l'échelle de A à C-. Donc, on peut donner A+, ou on peut donner C-, C- étant la pire note, bien sûr. Eh bien, Stack, un faible 0 point, un problème d'écrou en début de saison quand on a voulu révolutionner le monde de l'air au puits, puis plutôt on a fait le contraire, on l'a révolutionné en tournant ça en vrai risée avec des arrêts au puits qui frôlaient la minute. Donc, je ne peux que distribuer un C- à Stack. Je sais qu'on prépare un virage vers Audi en 2026, mais pour l'instant, il n'y a rien d'encourageant qui se passe là. On est rendu la pire écurie du peloton. L'année dernière, on avait dit qu'on avait revampé tout notre département de développement. James Keyes avait supposément parti à zéro pour faire cette voiture-là. Mais ça semble une voiture qui était un peu à l'image de ce qu'il avait fait dans son travail précédent chez McLaren. On se pose plus de questions maintenant pourquoi il n'est plus là quand on voit le succès de McLaren et on voit où Stack est rendu. De ton côté, quelle note donnes-tu à cette écurie-là? Ah, ben, c'est identique à toi, Martin. C'est un C-. Pas grand-chose de positif à dire du côté de Saberstack. Malheureusement, c'est ça qui est ça. On peut pas faire donner plus que ça. Et du côté des pilotes, ben, si tu le veux bien, moi, j'ai donné la note, la lettre C à Valtteri Bottas et C-. Je vais peut-être même donner un D à Joe Guan Yu pour sa saison parce que c'est vraiment pas extraordinaire. Euh, c'est sûr que Bottas peut amener un petit peu plus, surtout au niveau des qualifications. On sait que c'est un bon pilote là, qui est capable de faire de belles choses en qualification. C'est sa force depuis qu'il est en Formule 1, on le sait. En course, c'est toujours peut-être un petit peu plus délicat, mais il fait avec le matériel qu'il a aussi. Là, donc, c'est sûr que ça n'aide pas à sa cause. Et Joe, ben, c'est malheureusement à la ramasse pour le pilote chinois. Ben écoute, il n'y aura pas de chicane là pour le premier bloc. On va bien s'entendre parce que c'est la même chose pour moi. Mes notes sont identiques. Je donne un C à Valtteri Bottas, même s'il se retrouve au dernier rang des pilotes derrière Logan Sargent. Il a marqué 0 point. Ouais. La seule raison, même chose pour toi, c'est pour ses qualifications. Je pense qu'il y a un bel effort à ce moment-là. Ça a toujours été son point fort, puis il ne semble pas l'avoir perdu. Mais en course, il se passe absolument rien. Bien sûr, il y a la voiture qui rentre en conséquence, mais des fois, j'aimerais peut-être voir un peu plus c'est ça, voir un peu plus de le voir oser, être un peu plus agressif. Donc, normalement, quand la voiture est moins bonne, on essaie de faire la différence avec autre chose. Même chose pour Joe, 0 point, même pas passé près. Il est rendu plus souvent qu'autrement le pilote en fond de grille. Rien de méchant dans son cas, mais je pense que quand ta seule qualité, c'est rendu d'être chinois, ben, je pense que c'est peut-être le temps de passer à autre chose, là. Oui, bien sûr, il y a de l'argent, on veut le garder. Il y a de l'argent qui le soutient. On voudrait le garder en Formule 1 parce qu'il y a tout un public, on l'a vu notamment au Grand Prix de Chine. Ça a été probablement le plus grand moment de sa saison. Mais même là, même s'il avait connu certains hauts en qualification, je pense que je commence vraiment à trouver qu'il n'a plus vraiment sa place en Formule 1. Donc, je ne peux pas lui donner autre chose qu'un C-. On passe déjà à la deuxième écurie au classement qui est Williams. Williams qui est une déception pour moi depuis le début de la saison. On se présente avec un certain momentum qu'on avait gagné en 2023.
On arrive en 2024, notre voiture est pas prête pour le début de la saison. On manque de pièces. On se rappelle notamment l'histoire où on est obligé d'enlever le châssis à Logan Sargent pour le donner à Alex Albon. On est obligé de leur demander de ne pas prendre de risques inutiles, d'être très prudent avec leur voiture puisqu'on n'a pas de pièces de rechange. Je pense que c'est inacceptable lorsqu'on est dans l'élite comme la Formule 1 de se présenter dans une saison puis de ne pas avoir de pièces de rechange et d'être obligé de demander à nos pilotes de ne pas pousser à fond pour être sûr de justement de ne pas compromettre un week-end de course et d'être sûr de garder deux voitures dans l'équation. Je pense que c'est pas à la hauteur de la série, c'est pas à la hauteur d'une écurie du nom de Williams avec ce qu'on a connu par le passé. Par contre, je leur donne quand même un C et non un C- pour le fait que James Valls fait quand même un bon travail avec tout ce que j'ai énuméré. C'est assez dur à comprendre, mais je pense qu'il est en train d'essayer de remettre une structure dans cette écurie-là. Puis on a quand même fait l'acquisition de Carlos Sainz en début de semaine. Je sais que ça compte peut-être pas en piste pour l'instant, mais ça fait quand même partie de cette mi-saison-là de dire que on a quand même réussi, malgré tous les problèmes qu'on a eu à convaincre un pilote de la trempe de Carlos Sainz de signer. Puis on avait aussi convaincu Alex Albon de se compromettre à long terme avec cette écurie-là. Donc, je pense qu'il y a quand même un bon travail qui se fait là. Malheureusement, ça serait le fun que ça soit pas juste en coulisses puis que ça se traduise en piste aussi. Un maigre 4 points d'accumulés depuis le début de la saison. Donc, pour moi, c'est un C. De ton côté? Oui, également un C pour Williams, comme tu as mentionné. C'est sûr que lorsqu'on apporte pas beaucoup de pièces de rechange et les évolutions sont très peu présentes aussi sur la Williams, donc c'est sûr que ça n'aide pas à optimiser les résultats autant en qualification qu'en course. Au moins, on a le bon qui est capable de se hisser en Q2, parfois proche de passer en Q3. Des fois, il en manque pas beaucoup aussi, fait que c'est bon d'avoir un pilote de la trempe d'Albon dans l'écurie Williams. C'est une déception pour moi aussi. Là, je suis du même avis que toi. Du côté de Albon, je lui ai donné un B-. Je me sentais peut-être un petit peu généreux, mais j'y vais avec un B- parce qu'il est capable d'apporter du leadership à cette écurie-là. Il a des bons retours techniques. Ses ingénieurs louent son travail. Euh, pour moi, il n'y a pas de doute que Albon est vraiment la pièce maîtresse, là. Bien que oui, il y a eu quelques petits accrochages, des accidents, là, notamment à Melbourne, on l'a vu, il avait détruit son châssis. Mais si c'était pas lui, ça serait encore plus catastrophique, je crois, pour l'écurie Williams. Et du côté de Sargent, ben, malheureusement, c'est comme Guan Yu Zhou, c'est un C-. Ça frôle le D. Moi, j'ai mis un D entre parenthèses. De mon côté, c'est encore semblable à toi. J'y vais avec le même argument. Je donne un B- à Alex Albon parce que, comme je reprochais à Bottas, même quand tu n'as pas la voiture, ben, le pilote se doit de faire la différence. Je pense que c'est ce qu'Alex Albon a fait. Comme tu dis, il apporte non seulement son leadership, mais il apporte aussi ce côté talentueux-là qui fait que malgré que la voiture est ordinaire, ben, il réussit quand même à être dans le coup. Ou à nous laisser croire qu'il pourrait être dans le coup à certains week-ends. Donc, je pense que oui, il y a des erreurs. Voici pourquoi qu'on ne va pas plus haut que le B-. Mais Alex Albon, quand même, je pense qu'on peut pas tout lui donner les torts de cette saison-là. Donc voici pourquoi que je suis quand même généreux avec sa note. Et puis, je suis un peu plus généreux envers Logan Sargent. Puis la seule raison pourquoi je suis pas trop sévère avec, c'est que je le compare à ses propres performances du passé. Donc, je me dis que je pense que je vois une certaine amélioration. Il y a encore beaucoup trop d'accidents, il y a encore beaucoup trop d'erreurs. Sauf que j'ai quand même vu qu'à certains moments, il complète des courses. Déjà là, des fois, je trouvais ça plus dur. Il s'est présenté à certains circuits où j'aurais pensé qu'il aurait peut-être moins bien performé, mais comme je te dis, je pense pas qu'il mérite d'être en Formule 1. Je pense que c'est la fin pour lui, là. C'est la preuve. De toute façon, on l'a déjà remplacé sur Carlos Sainz l'année prochaine. Mais je lui donne un C, mais comme je dis, c'est vraiment par rapport à ses propres performances, là. C'était tellement désastreux par le passé que quand c'est rendu que finir une course, on trouve ça une occasion exceptionnelle, là. Ça en dit long sur le genre de standard de performance auquel on avait été habitué dans le cas du pilote américain. Pour ce qui est de la on continue avec le classement. Donc, après Stack et Williams, eh bien, on retrouve Alpine. Alpine qui a eu un début de saison, on en parlait là, la semaine dernière dans notre podcast, un début de saison assez pénible. Ça a commencé dès la présentation de la voiture. Même les couleurs, même l'agencement de la voiture ne faisait pas l'unanimité. Donc, ça montre à quel point qu'il n'y avait pas juste les couleurs sur la voiture, le fait qu'on avait décidé d'aller adopter beaucoup pour beaucoup de noir. Il y avait aussi le côté rapidité. La voiture est beaucoup trop lourde.
lourde. On a encore des problèmes avec le moteur qui sous-performe, le moteur Renault. Après ça, j'ajoute l'histoire avec Ocon, de la manière qu'on a géré nos deux pilotes. On remplace encore notre directeur d'écurie un an jour pour jour après qu'on avait demandé à Otmar Zafanower de quitter. Maintenant, oui, on a appelé de la relève, on a essayé de trouver des solutions. On a fait venir Flavio Briatore. On a tenté le coup d'essayer de signer Carlos Sainz, on l'a échappé. Il y a quand même un peu de positif parce qu'on est en train, je pense qu'on a sauvé la performance. On n'est plus la dernière écurie, mais selon les standards d'Alpine, on ne peut pas se permettre d'être là. Donc, je leur donne quand même un C, mais c'est seulement parce qu'on a réussi un peu à rattraper notre saison, puis on a quand même marqué 11 points quand en début de saison, je te demandais même est-ce que Alpine va être capable d'en marquer cette saison. Finalement, le fait qu'on a quand même réussi à en ramasser 11 en 14 courses, je suis obligé de leur donner un C à cause de ça. De ton côté? C'est un C également pour les raisons que tu as énumérées. Et je dois dire que c'est ça, je trouve ça dommage de voir Alpine. En 2022, si ma mémoire est bonne, ils ont terminé quatrième du Mhm. constructeur. C'est une méchante claque qu'ils ont, Alpine. Donc, c'est, on tire vers le bas, malheureusement. J'espère que ça va se replacer parce que c'est dommage. Ça me fait de la peine. C'est une écurie que j'appréciais beaucoup du temps de Renault à l'époque, dans les années de Michael Schumacher. Et de les voir comme ça perdre la face, c'est désastreux. Je suis vraiment déçu. Donc, c'est pour ça que malgré tout, ils ont réussi à bien progresser tranquillement au cours de la saison. C'est pas toujours idéal. Ça dépend des circuits, ça dépend des configurations de la voiture et tout. Mais c'est ça. Pour Alpine, c'est un C. Et c'est idem pour les deux pilotes, Ocon C et Gasly C. Euh, je vois pas comment je pourrais leur donner plus. Parfois, ils réussissent à tirer leur épingle du jeu, des fois par-ci, par-là, mais c'est rien d'extraordinaire parce qu'ils le font avec la voiture qu'ils ont aussi. Donc, je peux pas, à mon avis, mettre plus qu'un C pour les deux pilotes. C'est pareil pour moi, pareil. Je vais donner un C à Ocon, un C à Gasly. Je pense, comme tu le mentionnes, ils le font avec la voiture. J'aimerais peut-être des fois en voir un peu plus. Des fois, on a des beaux flashs, là. On pense qu'il pourrait peut-être sentir quelque chose. Je pense qu'Ocon a quand même eu des belles performances à Mhm. son temps, Gasly aussi. Mais je pense que ça devient dur sur le moral, puis on sent un peu de Ouais. découragement de leur côté, mais ils ont rien fait pour qu'on puisse dire, oh non, ça vaut pas un B, ça vaut pas un C+, ça vaut rien de plus qu'un C de ce côté-là aussi. Entièrement d'accord avec ton analyse de ce côté-là. Maintenant, on passe à l'écurie américaine Haas, qui était dernière au classement la saison dernière, qui nous ont habitués souvent qu'autrement à sous-performer, à ne pas apporter d'amélioration à leur voiture, à tout simplement survivre, simplement être des participants, puis même là, des fois, ça semblait difficile de participer au championnat. On voyageait avec le reste des écuries, mais on n'était pas là pour accomplir grand-chose à part présenter nos commanditaires autour d'un circuit lors Mhm. d'un Grand Prix. Donc, je pense que ça a changé. Le vent a complètement tourné. Est-ce que je suis forcé de mettre ça entièrement sur la faute de Gunther Steiner? Non. Je pense que Gene Haas aussi a changé un peu sa philosophie. On demandait d'avoir un cap budgétaire en F1, de forcer les grandes écuries à ne pas être capables de dépenser des 400, des 300 millions. On voulait bloquer tout le monde à 135 millions. Ben, profitons-en du côté de Haas. Maintenant, on est sur un pied d'égalité. Dépensez votre budget, développez votre voiture et offrez-nous quelque chose à se mettre sous la dent. Même si c'est une bagarre en fond de peloton, ben, montrez-nous que ça vous tente de progresser. Et c'est ce que je vois cette année. Je dois Mhm. tirer, lever mon chapeau à Ayao Komatsu. Je pense qu'il a apporté du leadership, a changé cette philosophie-là de son côté aussi, pas juste du côté de Gene Haas. On a quand même accumulé 27 points depuis le début de la saison. Puis on a pas mal Nico Hülkenberg qui performe mieux que son coéquipier Kevin Magnussen. Donc si on avait peut-être deux pilotes qui avaient performé de façon égale, on serait peut-être beaucoup plus haut dans notre total de points. Mais 27 points, je suis forcé de leur donner un B, surtout quand on regarde de où on part, là. Oui, exactement. Puis de mon côté, j'y vais peut-être un petit peu plus modéré, je vais B-, mais néanmoins dans la sphère de la lettre B. C'est sûr que les évolutions fonctionnent peut-être
pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, mais c'est rien à comparer de ce qu'on a vu là, au cours des dernières années. Il y a de l'amélioration, il y a du vouloir, et c'est sûr que, comme tu as mentionné, Ayao Komatsu est un bon team principal. C'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est solide dans sa prise de décision et qui fait en sorte que l'écurie s'en va vers le bon chemin. Et je suis content de voir ça. Ça fait du bien de revoir Az. Je crois que c'était en 2018 qu'ils avaient connu une super saison. Je pense qu'il avait terminé cinquième, sixième du général. Donc, est-ce qu'on va arriver là un jour? Est-ce qu'on va retourner à cette position-là? Peut-être, qui sait, mais j'espère les voir progresser de façon linéaire et constante aussi. Donc, pour moi, c'est un B-. Donc, quand même assez bien par rapport à ce qu'ils ont fait au cours des dernières années. Du côté des pilotes, moi, Martin, j'ai mis un B à Nico Hülkenberg parce que si ça n'avait pas été de lui, Haas serait beaucoup plus bas au niveau du classement. Et pour Kevin Magnussen, c'est un C. Même chose. Ben, non, du tout, pas même chose. Je veux dire, Kevin Magnussen, je lui ai donné un C-. J'ai été sévère avec, mais les pénalités qu'il a accumulées, je trouve qu'il y a un désintéressement de son côté. Il semble, on dirait qu'il a la tête ailleurs ou il sait que c'est la fin pour lui en Formule 1, puis il semble pas trop se préoccuper sur l'histoire, le legacy qu'il va laisser en F1. J'étais content lors de son retour, il semblait motivé, mais là, présentement, là, surtout que on connaît les années d'expérience qu'il a au sein de Haas. Il devrait s'en tirer beaucoup mieux que son coéquipier Mhm. Nico Hülkenberg, qui a quand même, quand on parle de Hülkenberg, l'Allemand a accumulé 22 des 27 points de l'écurie américaine. Moi, je lui ai donné un A à Nico Hülkenberg. Je me sentais gentil. C'est un gars que j'ai apprécié énormément depuis le début de la saison. Ben, depuis son retour en F1, on sait qu'il était voué à un avenir très prometteur lorsqu'il avait commencé, ce qu'il avait fait ses débuts. On s'attendait à ce qu'il devienne peut-être même un futur champion du monde. Certains pouvaient avancer ça. On le comparait même des fois à se dire est-ce qu'il va être un Vettel, est-ce qu'il va être un Schumacher, il va être ces choses-là. Je pense que, bien sûr, il n'a jamais marqué de podium, il n'a jamais répondu à ces attentes-là en tant que tel, mais il nous prouve quand même que c'est un pilote qui aurait jamais dû perdre son volant en F1. Bravo à Gunther Steiner de l'avoir ramené, de nous avoir donné ce gars-là. Il fait partie des 20 meilleurs pilotes au monde. Donc, je lui donne un A. Je pense qu'il soutire le meilleur de sa voiture week-end après week-end, commet pas trop d'erreurs. Comme je le dis, 22 des 27 points de son écurie. Si c'était pas de lui, imagine juste là, qu'il aurait fait autant de points que Magnussen, mais sa place As à un faible 10 points cette saison, là, parce que Magnussen en aura accumulé seulement 5. Donc, pour ça que j'y vais avec Hülkenberg une bonne note. Mais je comprends aussi pourquoi que tu as donné un B. Je sais que tu es un professeur très sévère, Kevin. Ouais. Bon. Ouais, on va dire comme ça. C'est par rapport à mes notes de l'école plus jeune. Non, mais on va le voir avec les autres. Tu sais, en moment on Ouais. va peut-être savoir est-ce qu'il mérite un A en Ouais. Formule 1. On va le savoir. Peut-être que c'est moi qui est trop généreux aussi. Là, maintenant, on passe à l'autre écurie au classement. Une déception pour moi cette année. Peut-être que j'avais placé les objectifs beaucoup trop haut. C'est Racing Bulls. On se rappelle en début de saison, McLaren était même inquiet. On disait que Red Bull ne devrait pas avoir le droit d'avoir 4 voitures sur la grille de départ. On dit que non seulement lorsque c'est le temps de faire des votes auprès de la FIA, mais ça nous donne 2 votes parce que, bien entendu, Racing Bulls vote toujours la même chose que Red Bull. On Mhm. s'entendait même qu'on refile la RB19. Tout ça était sous la table. Moi-même, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait avoir un championnat où ce que les 4 Red Bull vont dominer le championnat des constructeurs, mais finalement, c'est pas du tout ça qui est arrivé. On a eu énormément de difficultés en début de saison. On a apporté des améliorations en mi-saison qu'on ne comprenait pas du tout. Ce qu'on avait là, c'était pire que ce qu'on avait avant. Le temps qu'on se retourne de côté, qu'on retrouve une façon de reprendre le dessus sur ce qu'on avait apporté, ben, ça nous a coûté des points précieux. On a quand même réussi à en Mhm. accumuler 34. Ce qui est pas mal lorsqu'on compare à ceux qui sont à l'arrière. Mais comme je dis, moi, j'avais tellement mis des objectifs hauts que je m'attendais à beaucoup plus. Donc, je leur donne un C pour l'ensemble de l'œuvre. Je sais qu'on n'est pas aussi pire que Stack, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Oui, moi, c'est un C+. Je m'attendais pas à. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que Racing Bulls soit au niveau de l'écurie mère, au niveau de Red Bull. Ça reste quand même une écurie plus petite qui apprend encore, si je peux dire. Et tout, ils sont bien rodés, oui, mais est-ce qu'on les aurait vus se battre pour le devant de la scène? Je suis pas sûr. Donc, déjà, de jouer les points
lors de certains Grands Prix, c'est bon. Il faut maximiser les résultats. Voilà, c'est sûr qu'il y a toujours matière à faire mieux, c'est sûr et certain. Euh, Par contre, je suis plus ou moins déçu là, avec Racing Bull. Je te dirais que c'est à peu près qu'est-ce que je m'attendais là, au niveau de l'écurie. Au niveau des pilotes, ben, Tsunoda, moi, je suis quand même content de sa saison. Je lui donne un B à Yuki Tsunoda. Et du côté de Ricardo, c'est un C. Ça pourrait être même C+, une petite amélioration là, au cours des derniers Grands Prix, là, mais je trouve que ça fait un bon mix avec le C+ de Racing Bulls, le B de Tsunoda qui fait que Racing Bulls a des bons résultats, a été chercher des bons points cette saison. Et la lettre C, la note pour Ricardo. Même chose de mon côté, c'est les mêmes notes. J'y vais avec le B pour Tsunoda et le C pour Daniel Ricciardo. J'ai aussi réfléchi au C-. Je pense que les dernières courses ont un peu sauvé. Il y a eu des petits flashs au cours de la saison, notamment à Montréal, où sa première place, oui, c'était seulement en Q1, mais de réaliser le meilleur temps à bord d'une Racing Bulls que je viens de qualifier la voiture comme étant un C. Donc, si on est capable quand même de voler la vedette lors d'une Q1 et de s'inscrire au meilleur temps, je pense que c'est un accomplissement en soi. Sauf que quand on regarde au chapitre des points, Yuki Tsunoda, à l'image de son numéro, a accumulé 22 points au classement, mais c'est pratiquement la moitié pour Daniel Ricciardo à 12. Il y a eu un certain moment où ce que Daniel Ricciardo avait marqué des points dans seulement 3 Grands Prix dans les 18 courses depuis son retour en F1, ce qui n'est pas à la hauteur d'un gars qui a des victoires, qui a remporté déjà des Grands Prix. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'il signe des victoires dans une Racing Bulls, mais depuis le début de la saison, il était supposé être en audition pour pratiquement sécuriser un poste chez Red Bull ou du moins être dans l'équation. Il a été jusqu'à la dernière minute, mais là, on va en venir un peu plus tard. Red Bull, on a décidé d'aller avec Sergio Perez. Je pense que oui, Perez a ses torts, Red Bull ont leurs torts, mais il y a aussi Daniel Ricciardo. Si on avait mieux performé de son côté, ben, on aurait offert une solution plus claire à l'écurie principale, ce qui n'a pas réussi à accomplir. Du côté de Tsunoda, ben, c'est tout le contraire. Là, on croit qu'il aurait dû être considéré. La raison pourquoi je lui donne seulement un B, c'est qu'il y a encore des erreurs. On pense justement à l'accident là, à un moment vraiment pas opportun lors de la Q3 où ce que Red Bull était justement en train d'évaluer ces deux pilotes, puis finalement il va fracasser sa voiture. C'était en Hongrie, si ma mémoire est bonne, lors de la Q3. Donc à ce moment-là, j'ai pas le choix de dire que Tsunoda peut simplement avoir un B. Je pense qu'il lui aussi aurait pu donner une option plus claire à Red Bull s'il avait été plus constant. Il était parti aussi avec une bonne avance. Puis quand on regarde maintenant au chapitre des qualifications, c'est 9-5 pour Tsunoda, donc ça s'est quand même resserré. Au début, il est quand même parti avec une bonne avantage. Je pense qu'il menait 5-0 en début de saison, donc ça s'est quand même resserré à ce chapitre-là. Puis en course, eh bien, c'est 8-5 du côté de Yuki Tsunoda. Donc on pensait peut-être au début qu'on aurait une plus grande domination, mais ça s'est, comme je dis, ça s'est resserré dans le camp de Racing Bulls. Maintenant, c'est le temps de passer à l'écurie qui a une saveur locale pour nous au Québec, bien sûr, parce que le propriétaire, c'est Lawrence Stroll, un Montréalais. On a un pilote québécois, aussi montréalais, qui est son fils, Lance Stroll. À ce moment-là, ben, on a accumulé 73 points cette saison. On avait un écart de seulement 22 points au classement à la fin de la saison dernière. Il y avait seulement 22 points qui séparaient Aston Martin et Mercedes. Cet écart-là est rendu à pratiquement 200 points d'écart, ce qui n'a pas en tout de sens quand on regarde ça. On se dit, oui, on est toujours au 5e rang du classement, mais on l'a complètement échappé. On est rendu au milieu de nulle part. C'était les dires de Ricardo, il y a pas, Ricardo de Alonso, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait, on est rendu qu'on regarde dans nos rétroviseurs plutôt que regarder à l'avant, ce qui est inacceptable. On ne veut pas voir, surtout que c'est pas comme si on avait changé la réglementation en F1. On est supposé évoluer et non régresser. On était une écurie qui disputait les podiums, puis maintenant on est une écurie qui dispute les 10e et les 9e places. On risque de se faire éliminer en Q2 plus souvent qu'autrement. Donc à ce moment-là, j'ai pas eu le choix de donner un C. J'aurais pu être beaucoup plus sévère avec l'écurie. La seule raison pourquoi que je donne seulement un C, c'est parce qu'on a maintenu quand même notre 5e place au classement, mais c'est peut-être par défaut, c'est plus parce que les autres n'ont pas été assez, ont pas connu assez de succès pour les déloger de là. Donc, mais je leur donne quand même un C. De ton côté? Oui, c'est ça. Effectivement, moi aussi, la lettre C pour Aston Martin. Euh,
carrément dans excusez l'expression anglaise, un no man's land. Ouais. Ils sont carrément tout seuls, trop loin derrière le quatuor de tête et quand même assez devant les Racing Bulls, les Haas, etc. Donc, c'est ça. Et c'est tout un contraste comparativement à 2023, hein, le début de saison 2023 qui a été tonitruant pour Aston Martin. Ça a été super. Alonso faisait des très, très belles performances. Et là, je sens une certaine, peut-être, je dirais pas une fatigue ou une lassitude, mais on voit qu'Alonso n'est pas de bonne humeur. Il voit les résultats d'Aston Martin, il voit que ça, c'est pas optimal, il voit que ça va pas comme il veut. Et là, il doit se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce qu'il y avait un volant Mercedes qui était disponible. Faut pas l'oublier, ça. Et peut-être qu'il va avoir raison pour 2026. C'est peut-être pas impossible non plus. On sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Mais j'ai l'impression qu'il est frustré, Fernando Alonso, là, de cette saison-là. Et on peut le comprendre. C'est tout à fait normal avec qu'est-ce qu'il a connu en 2023. Donc, moi, pour Alonso, je lui donne la note B-. Et du côté de Stroll, c'est la lettre C. C'est bon le point que tu apportes. Je pense que on n'en a pas assez parlé, mais oui, on le trouve frustré depuis quelques Grands Prix, Fernando Alonso. On pense que j'ai souvent amené le point qu'il est peut-être fatigué. On arrive après, il y a quand même 14 courses. Il y a eu Mhm. des époques que Fernando Alonso a connues où ce que 14 courses, c'était pratiquement la fin de la saison Mhm. lorsqu'on approchait Ouais. 14 Grands Prix. Donc, c'est beaucoup. Il y a eu 43 ans cette semaine. Donc, il ne rajeunit pas, mais le fait il regrette peut-être de s'être commis aussi longtemps avec Aston Martin. On sait qu'il aimerait bien signer et beaucoup de partisans aimeraient bien le voir et je peux me compter là-dedans. Là, je suis persuadé que tu fais partie de l'équation Mhm. aussi comme quoi on aimerait bien le voir gagner au moins une autre course avant qu'il prenne sa retraite. Donc, ouais, j'aime beaucoup le point que tu apportes, que ça va être assez frustrant autant pour lui ou son entourage qui l'ont peut-être conseillé de dire est-ce qu'on s'est pas loupé complètement là, d'aller de regarder un peu de haut ce que Mercedes nous offrait parce qu'en début de saison, il avait même mentionné pourquoi j'irais chez Mercedes. On est en avant d'eux, ils sont derrière nous. Mais là, finalement, ils sont passés devant. Oui, oui, très, très bon point que tu apportes. Côté note, la même chose. Je peux pas vraiment lui donner une mauvaise note parce que Fernando Alonso, je pense que il fait si on lui donnait une bonne voiture, il serait capable de remplir les exigences. Mhm. Donc, je lui donne quand même un B-. Je pense que j'aurais aimé le voir un peu plus s'imposer dans les stratégies. Il a eu des mauvaises stratégies à certains moments. J'aurais aimé le voir dire, écoute, on fait pas ça, où est-ce qu'on s'en va? Peut-être un peu plus challenger l'équipe avec l'expérience qu'il a. Puis du côté de Stroll, eh bien, c'est comme une saison en deux temps. Je me rappelle la fameuse épisode là, au Grand Prix de Chine là, où il a carrément provoqué un carambolage parce qu'il ne regardait pas à l'avant, là. Ou Ouais. plutôt il regardait à l'avant, mais il regardait Max Verstappen qui était à environ 15 voitures en avant de lui, là, ce qui n'était Regardez le pas. point de corde. Ouais. Oh, exactement, il regardait le point. C'était en tout cas. Puis après ça, il admet pas son tort. Chicane avec Ricardo. En tout cas, toute la polémique autour. Après ça, Aston Martin qui essaie de rattraper tout ça. Donc, mais je regarde, tu sais, on lui demande quoi à Lance Stroll? C'est soit proche de ton coéquipier, soit proche d'Alonso le plus près possible. On sait que tu ne peux pas le dépasser. Euh, c'est quand même arrivé à 5 reprises où il s'est qualifié en avant de lui. Et c'est aussi Mhm. arrivé à 5 reprises où il a terminé devant lui en course. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'erreurs. Souvent, Lance Stroll est son propre ennemi. On pense notamment là, en Belgique où on s'attendait à des bons résultats. Finalement, le matin en FP3, va bousiller sa voiture contre un mur. Ça donne énormément de travail à l'équipe. Ça vient casser le rythme. Il ne peut pas profiter de cette séance-là. Après ça, il arrive en qualification. Sa confiance est affectée. Donc, tout ça, là, ça fait que ces erreurs-là font que je ne peux pas lui donner plus qu'un C+. Comme je dis, j'aimerais en voir beaucoup plus, mais je le sais qu'il ne peut pas il ne peut pas passer devant son coéquipier. Il n'a pas le talent pour le faire. Je regarde le classement. Alonso est 9e, Stroll est 10e. Je me dis, est-ce que Stroll serait capable, dans une bonne saison où Alonso serait, mettons, 5e ou 3e au classement, est-ce que Stroll pourrait le suivre et être simplement 4e? On ne le sait pas, mais pour l'instant, il est près de lui. Comme je te dis, 9-10 au classement. 49 points, par contre, ont été accumulés par Alonso et 24 points du côté de Lance Stroll. Donc, c'est en bas de la moitié. C'est pour ça que je ne peux pas lui donner un B aussi, que je ne peux que aller dans la lettre C de son côté. Bon, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. De ton côté, Kevin, tout est correct?
Oui, absolument. Good. Fait que là, on peut commencer à toucher le devant du peloton, là, les écuries de Mhm. pointe, ceux qui ont bien sûr signé des podiums, ils ont même signé des victoires cette saison parce que on est chanceux depuis le début de la saison, on a une belle parité qui s'est installée, un gros contraste avec ce qu'on avait connu depuis le début des nouvelles réglementations. Je pense que les gens sont satisfaits de la saison jusqu'à maintenant. Je prends une petite pause là avant qu'on touche l'avant du peloton. La saison 2024 jusqu'à maintenant, si tu avais une façon là, de la noter ou quoi que ce soit, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as eu depuis le début de la saison? Oui, vraiment satisfait. On a de la belle parité, on a des courses excitantes. C'est pratiquement impossible de prédire qui est le vainqueur, quoi qu'on on le fait sur la page F1 Podcast. Choisissez votre top 5, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, on a des bonnes surprises. Donc, moi, si je peux donner une note sur 10 à la saison à date, là, je dirais là, au moins un 8. Un 8, ouais, le côté Ouais. imprévisible, comme tu dis, on fait nos prédictions, mais on est loin d'être prophète, hein, parce qu'il n'y Ouais. a pas grand monde. Toi, je pense que tu as eu des très bons résultats quand même depuis le début de la saison, mais je peux te dire là, que moi, quand vient le temps de faire mes choix, là, c'est long. Là. Je m'interroge, puis souvent, je les donne le matin avant la course, parce que Mhm. même avant que ça commence, je suis encore, qu'est-ce qui peut se passer? Premier virage, lui, il part quatrième. On a un bon mix d'écuries aussi. Du côté de Verstappen, ben, la saison précédente, c'était facile de dire c'est lui qui va remporter la course, mais là, on le sait, il est tout seul, il se bat contre deux McLaren, il se bat contre les Ferrari. T'as Carlos Sainz aussi qui donne un bon challenge à son coéquipier. Donc, tout ça, là, il y a tellement de noms dans l'équation qu'il faut prendre en considération qui pourraient remporter un grand prix, dépendamment de la situation, les stratégies, tout ce qui vient peser dans la balance. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, c'est très dur de prédire la saison. Puis je donnerais aussi un 8 sur 10. Oui, on fait le bilan mi-saison, mais on a déjà 14 courses de passé, mais saison Mhm. exceptionnelle. Première historique, on va avoir 24 Grands Prix, ce qui signifie qu'il en reste quand même 10. Donc, on a passé la mi-saison, mais il en reste quand même beaucoup encore. Là. Quand on pense à ça, le Mhm. 10, c'est pratiquement une saison de F1 là, au complet quand on retourne dans les époques. Donc, il reste énormément de courses encore. Là. Donc, la deuxième partie là, risque d'être encore plus excitante puisque le peloton se resserre de plus en plus. Là. Effectivement. J'ai hâte de voir la suite. Ça promet et ça promet pas à peu près. Là, on est rendu à l'écurie les Flèches d'argent, Mercedes. On peut dire que ça a été une saison, un début de saison en deux temps. Et c'est Mhm. ce qui leur a coûté des points dans la note que je Mhm. vais leur donner. On s'attend toujours à plus de Mercedes. Ils ont complètement raté le virage à l'effet de sol. On se demandait encore en début de saison, est-ce qu'on va venir par maîtriser l'effet de sol avant qu'on passe à 2026 et qu'on rechange un peu les réglementations, même si ce concept aérodynamique-là va demeurer avec quelques ajouts. Là, on parle du DRS et ces choses-là. Il reste encore beaucoup de choses à confirmer, mais on est rendu déjà à la troisième génération de voitures. On se cherche. En début de saison, on ne savait pas encore si on allait être capable de continuer à développer sur ce modèle-là ou s'il fallait pas qu'on recommence à zéro pour une troisième fois. Tout ça, ça l'a coûté des points. Euh, et j'ai pas le choix d'y aller avec seulement un B. Mais je prends quand même en considération, et la raison pourquoi la note a remonté, c'est qu'on est quand même l'écurie qui a signé le plus de victoires après Red Bull avec trois, sauf qu'on a seulement 6 podiums et on a 266 points d'accumulés, puis on est quatrième au classement. Donc, si on se repositionne là en 2021 ou même en début 2022, puis je t'avais dit que je donnerais un B à Mercedes pour une quatrième position et seulement 6 podiums, tu m'aurais dit, t'es tombé sur la tête. Mais Mhm. avec les circonstances, comment qu'on a quand même réussi à retourner la saison, puis qu'on est capable maintenant de disputer des victoires, je vais quand même être honnête, là, oui, à Spa, on a gagné. Peut-être qu'on peut dire, ah, on est rendu à une écurie qui peut aller pour les victoires, sauf qu'il faut quand même remettre en perspective qu'il y avait une pénalité. On a enlevé la Red Bull de Max Verstappen, puis on l'a mis en 11e place, puis on était quand même à 6 dixièmes de cette Red Bull-là en qualification. Donc, c'est pas gagné, c'est pas Mhm. nécessairement dans le sac là, qu'on va challenger pour des victoires d'ici la fin de la saison. Puis on a quand même McLaren là, qui l'avait échappé. Donc, c'est pour ça que j'y vais seulement avec un B au niveau de l'écurie jusqu'à présent.
Oui, puis de mon côté, c'est pareil, c'est B pour Mercedes. Comme tu as mentionné, le début de saison a été poussif, ça a été difficile. On se cherchait jusqu'à temps qu'on tombe sur la bonne fenêtre de fonctionnement, sur les bonnes évolutions, enfin, pour Mercedes. Et là, ça paye. Et c'est pour ça que je leur donne B parce que sinon, la note aurait été un petit peu plus basse, là. Et du côté des pilotes, ben, en fait, c'est un trio B du côté de Mercedes. L'écurie B, Hamilton B et Russell B. Hamilton, ça a été difficile au début de saison. On se cherchait surtout la confiance qu'il peinait à avoir envers la monoplace, à savoir ses capacités. Est-ce qu'il est encore capable de gagner une course? Finalement, oui, on l'a vu. Il a pas perdu son talent. C'est impossible. Un pilote de cette trempe-là ne peut pas perdre son talent. C'est ça, après un dénouement assez incroyable comme on a eu il y a quelques années à Abu Dhabi. Mais c'est un, c'est un pilote assez phénoménal. Donc, moi, je me doutais qu'il allait finir par remonter. Il fallait juste lui donner le temps et qu'il réussisse à le faire. Donc, c'est pour ça que je lui donne la lettre B à Hamilton et Russell également la lettre B. Quoique je pourrais peut-être donner un B+, parce qu'il était quand même, il poussait Hamilton dans ses retranchements très rapides, Russell. Euh, je pourrais peut-être même y aller avec un B+ pour Russell. Si je me sens généreux, je vais aller avec un B+ pour George Russell. Et ça ressemble à ce que tu as mis. La raison pourquoi je donne un B, ben, c'est les mêmes raisons que tu as énumérées du côté de Lewis Hamilton. Je pense que c'est un septuple champion du monde. Le talent est indéniable. C'est un gars qui maîtrise parfaitement tous les circuits qui sont sur le calendrier. Bien sûr, il y en a où ce qui va être capable de performer encore mieux. Je pense notamment à Silverstone, le Grand Prix Mhm. d'Hongrie. Mais c'est un gars, c'est un talent phénoménal. Il fait partie des exceptions, un talent générationnel. Et puis en début de saison, bien la preuve que la confiance n'était plus là, c'est les excuses. Ça, c'est le côté que j'ai pas aimé, Ouais. puis c'est pour ça qu'il y a un B. Quand on essaie de chercher de discréditer un peu son coéquipier en disant ah ben lui il a plus de succès parce qu'on le favorise, on lui donne pas les mêmes choses que moi. En plus il lance un peu en l'air qu'il y a peut-être une genre de complot chez Mercedes pour l'empêcher de Mhm. gagner. Après ça, il dit, ah ben moi, je fais des recherches de réglages. C'est ce qu'on entendait depuis 2022. À tous les fois qu'il fait des tests dans les réglages, ben on est forcé d'admettre qu'il se trompe royalement parce qu'il se ramasse bien en arrière de ce que Russell est capable d'accomplir. On se dit, pourquoi de bord tu fais pas juste ce que l'écurie te recommande parce que tu aurais des bien meilleurs résultats. Mais une fois que tout ça s'est tassé là, de l'équation, que Toto Wolff est sorti et a dit, il n'y a pas de complot. C'est pas vrai qu'il fait des tests avec sa voiture. Il y a des réglages très similaires à George Russell. Mais là, on dirait que Lewis Hamilton s'est dit, on lâche les excuses, on en retrousse nos manches, on se la ferme, puis on se met au travail, puis on laisse le Mhm. talent parler. Puis là, oups, tout d'un coup, ça fonctionne bien. On voit des bons résultats. C'est le seul pilote qui a gagné plus qu'un Grand Prix cette année. Il Mhm. en a 2 victoires. Donc, c'est depuis ce moment-là, là, il y en a certains, ceux qui aiment croire les complots, vont dire, ah, ben, c'est depuis que le complot a été exposé que tout d'un coup, Lewis Hamilton est capable de performer. Mais il a arrêté de jouer avec les réglages, il a arrêté de se trouver des excuses, il est vraiment revenu à la base. Et puis là, il reprend confiance et plus qu'il va retoucher cette confiance-là, il va redevenir pas le Lewis Hamilton du début parce que il est quand même rendu à 39 ans. Sauf que un Lewis Hamilton à 39 ans, ça reste un des 3 meilleurs pilotes de la grille facile. Pratiquement Mhm. un des 2 meilleurs pilotes de la grille. C'est la même chose pour Alonso. Un Alonso à 43 ans est quand même dans le top 3 des meilleurs pilotes. Donc, laisse ton talent parler, laisse faire les excuses. T'as- t'as- ton travail a toujours été fait en piste. Arrête de le faire dans les médias. Arrête de chercher des excuses. Arrête de vouloir discréditer ton coéquipier. Il fait bien, George Russell, depuis le début de la saison. C'est pour ça que George Russell se retrouve avec un B+ aussi, même s'il y a eu des erreurs. Lui aussi est en train d'apprendre. Ça a été facile pour George Russell de dire à travers les années, si tout le monde avait une Red Bull, on serait capable de gagner. Ça suffit d'avoir une bonne voiture. Ben, il l'a vu à certains moments au cours de la saison où il avait une bonne voiture, mais il a commis les erreurs. Je pense à Montréal. Je pense aussi au Mhm. Grand Prix. C'est à Bahreïn, il avait commis une erreur aussi. Puis de mémoire, c'est bien sûr le Grand Prix où ce que Fernando Alonso, c'est en Australie, où ce que Fernando En Alonso Australie, ouais.
avait freiné devant lui, puis finalement, il s'est retrouvé sur le couvert. Donc, c'est pour ça que on lui donne quand même, comme tu dis, là, je suis déchiré aussi, moi, entre le B standard ou le B+, mais je vais avec un B+, quand même de George Russell parce que c'est pas facile d'être comparé à un septuple champion du monde Mhm. week-end après week-end. Puis il a bien répondu à ça. J'y vais avec les statistiques, là, si tu le permets. Ouais, En vas-y. course, c'est 8 à 6 pour George Russell. Il avait commencé la saison 5-0, donc un bon retour quand même de Lewis Hamilton. Et en qualification, ça, faut le faire, là. 10 à 4 du côté Mhm. du Britannique qui porte le numéro 63. Donc, c'est quand même un gros écart, là. Être capable de coller 10 fois qu'on termine en avant de Lewis Hamilton en qualification, ben, c'est quelque chose là, quand même, c'est un accomplissement en soi qui mérite un B+. Je ne sais pas si tu veux en rajouter là-dessus, si tu es d'accord avec ça ou de ton côté, là. Ben, écoute, c'est sûr que quand on regarde le classement de pilotes, oui, c'est 150 points pour Hamilton, 116 pour Russell, mais moi, ce que j'oublie pas, c'est aussi à Silverstone, Russell abandonne. Je crois qu'il était troisième à peu près là, de mémoire. Il abandonne, problème mécanique sur sa Mercedes. C'est à peu près 15 points de perdus. Là. Si je figure bien qu'il était troisième, c'est 15 points de perdus. Ensuite, sa disqualification au Grand Prix de Belgique, c'est un 25 points qui est parti. Si on additionne ces deux abandons-là, ça le met, ça lui donne 40 points, ça lui donne 156 points, ça le met juste devant Hamilton. Et Donc, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est pour ça que je dis que je vais donner un B+ à Russell pour ça, parce qu'il y a des situations qui ont fait en sorte qu'il a moins de points, mais il a très bien fait cette saison. Donc, voilà pourquoi je lui donne B+. on lui donne 0 point en Australie aussi, avec Aussi, le. oui. Si on y va du côté de ce que la FIA a tranché, c'était la faute d'Alonso. Donc, Mhm. moi, je pense que George Russell avait ses torts. On l'a déjà Oui. parlé au Ouais. podcast. Sauf que si on y va avec ce que la FIA a tranché, ben, c'est des points qui s'est fait voler aussi pour une Aussi. manœuvre jugée illégale, là. Je vous dis entre Mhm. parenthèses, là, je pense que Ouais. c'est. Mais quand même, c'est 0 point là aussi. Exact. Donc, Aussi. c'est ça. Fait que oui, mais encore là, c'est le retour de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui arrête de se trouver des excuses, se met à travailler, puis tout d'un coup, ben, oups, il passe en avant de George Russell. Mais je pense que ça va être intéressant, là. Vraiment, le côté Mercedes, j'ai vraiment hâte de voir le reste de la saison du côté de Mercedes, la progression qu'on va être capable, ce qu'on va être capable de continuer à construire là-dessus et d'aller rechercher des positions parce qu'on a quand même une écurie qui est cliente chez nous, qui est McLaren, qui se trouve en avant de nous au classement, même si on a Mhm. largué Aston Martin qui semblait nous mettre en danger là, en début de saison, mais il nous reste quand même McLaren qui est à l'avant. Je pense pas qu'on va réussir à les rejoindre, mais on a quand même plus de temps en soufflerie à aller jusqu'au 1er janvier. Donc, si on est capable d'utiliser ça et de continuer à développer dans la fenêtre de performance qu'on semble avoir trouvée, ben, ça va être intéressant de voir la progression de Mercedes. On va pouvoir la mesurer versus ce que McLaren a réussi à faire parce que c'est la position que McLaren se trouvait au championnat. Ça donne 25 plus de temps en soufflerie que les autres écuries. Donc, à ce moment-là, si on l'utilise bien, je me trompe-tu avec 25 5 c'est 15 de plus que, excuse-moi, on a 15 de plus pour développer notre voiture qu'une écurie comme Red Bull, 10 de plus que McLaren et 5 de plus que Ferrari. Donc, ça va être intéressant. Lorsqu'on donne une opportunité comme ça, normalement, à des cerveaux qui ont fait leurs preuves chez Mercedes, peut-être pas depuis la nouvelle réglementation, mais par le passé, on devrait être capable de transformer ce 15%-là là, en podium et en points d'ici la fin de la saison. On parle maintenant de Ferrari qui se trouve au 3e rang. On a accumulé 345 points. Ce que j'ai donné à Ferrari, c'est une saison aussi en 2 temps du côté de la Scuderia. On est parti avec des bonnes intentions. Fred Vasseur a fait apporter beaucoup de changements. On a travaillé le niveau de la stratégie. Je pense que de ce côté-là, on a encore des lacunes, mais on part tellement de loin qu'on va leur donner une amélioration. Là. On l'a remarqué. Il y a encore des choses à travailler, mais c'est beaucoup mieux. Là. C'est beaucoup mieux, mais comme je vous dis, on part tellement de loin. Mhm. Puis le fait que on a quand même signé 11 podiums depuis le début de la saison. Ça, c'est seulement un podium de moins que l'écurie McLaren. On a 2 victoires, le même nombre de victoires que McLaren, mais on se retrouve troisième
au classement. Donc oui, comme je le dis, en deux temps. Si on évalue les derniers Grands Prix, on a eu des problèmes à Silverstone, pas à Silverstone, en Espagne, on a apporté une amélioration qui a causé plus de problèmes qu'on a amélioré la voiture. On est en train de contrer ça parce que on tient du côté de Fred Vasseur, on dit qu'il faut absolument composer avec cette amélioration-là parce que c'est la façon de débloquer notre fenêtre de performance. Donc, si on peut pas faire fonctionner ça, bien là, on est obligé de retourner à la table à dessin et de pratiquement recommencer à zéro dans le concept qu'on a voulu apporter en 2024. Donc, c'est catastrophique. Donc, comme Fred Vasseur, il disait, ça passe ou ça casse avec ces évolutions-là. Il faut trouver la façon de les faire fonctionner. Et c'est ce qu'on tente de faire là, depuis quelques Grands Prix et ça semble fonctionner. On semble éliminer le fameux problème de marsouinage. Et oui, du marsouinage encore en 2024. Bien, Mhm. Ferrari a encore ça. Donc, pour la raison, là, à cause qu'on a pratiquement autant de podiums que McLaren, qu'on a quand même deux victoires depuis le début de la saison, une de chaque côté, une pour Leclerc, une pour Sainz, j'y vais avec un B- du côté de Ferrari. C'est pour ça que ça demeure dans le B, juste parce que on se cherche et je peux pas prédire pour l'instant ce qui va se passer pour le reste de la saison, mais à cause qu'on a eu un passage à vide, qu'on a répété un peu d'erreurs qu'on avait par le passé, donc je peux pas aller plus loin qu'un B- pour ma part. De ton côté? Oui, c'est identique. B- pour Ferrari. Et c'est ça, comme tu le mentionnais, c'est sûr que c'est pas idéal pour une écurie qui cherche à développer sa voiture et qui se perd dans ses développements. Donc là, c'est à retravailler. C'est aussi à travailler, oui, la confiance des pilotes, mais il faut penser aussi aux gens qui travaillent à l'usine. Et là, ils doivent se dire, OK, est-ce qu'on fait le bon travail? Et là, ça peut jouer aussi. C'est quand même important de le mentionner que ces gens-là, c'est des humains aussi, donc il y a une certaine confiance qui peut se faire affecter. Et là, on se dit, OK, est-ce qu'on fait le bon travail? On doute, etc., etc. Donc ça, c'est pas toujours optimal. Ben, là, comme tu as mentionné, on commence à mettre le doigt sur le bobo. Et là, je pense que ça va y aller en s'améliorant. On a deux bons pilotes. Et dans le cas de Leclerc, j'ai la note B. Et dans le cas de Carlos Sainz également, B. Donc, on reste dans le spectre de la lettre B. C'est deux bons pilotes. Sainz va partir à la fin de la saison pour laisser la place à Lewis Hamilton pour 2025. Mais je suis sûr qu'il va faire le maximum pour prouver à Ferrari, vous avez fait une erreur de me laisser partir au profit d'Hamilton, mais je pense que Sainz va quand même réussir à connaître une bonne fin de saison. Peut-être aussi bonne que Leclerc. Je pense que Leclerc a encore le petit plus par rapport à Sainz, mais j'ai hâte de voir ça entre les deux parce qu'ils ne sont pas très loin au classement des pilotes. J'espère que Carlos Sainz va maintenir la cadence. Là que son contrat est signé, que plus personne n'a impressionné. Euh, Mhm. je sais que c'est probablement pas mission accomplie dans son cas. Je pense qu'il espérait toujours euh, maintenir un poste dans une écurie de premier plan. Sauf qu'en début de Mhm. saison, il est sorti vraiment avec le couteau entre les dents. Il m'a surpris, moi aussi. Je pense qu'il y a une belle amélioration du côté de Carlos Sainz. C'est un pilote que je respectais parce que je respecte tous les pilotes. C'est un gars qui a un talent indéniable, sauf que il nous habitue à faire au moins une erreur par week-end. Je pense qu'il a quand même réussi à éliminer ça quelque peu. Puis Mhm. en course, je le trouve agressif. Je le trouve très, très bon en course maintenant. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais quand même, être bon en course, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que c'est quand même 7 à 5 pour Charles Leclerc au niveau des courses et au niveau des qualifications. Eh bien, encore une fois, c'est 8 à 5 là, ce côté-là, du côté de Leclerc. Donc, lui aussi, Leclerc a eu le dessus en qualification. On sait que Charles Leclerc est un des meilleurs pilotes dans ce format-là. Donc, à ce moment-là, d'être quand même 8 à 5, c'est quand même un bel écart. C'est quand même, je veux dire, un bel accomplissement du côté de Carlos Sainz. Donc, je leur donne un B de tous des deux côtés. Pour les efforts de Carlos Sainz, le fait qu'il redouble d'ardeur, beaucoup d'agressivité en course. Puis du côté de Leclerc, ben, je peux pas lui donner plus que ça parce qu'il y a quand même encore des erreurs qui peuvent déranger. Je sais qu'il essaie de donner le maximum, d'aller chercher le maximum de la voiture, sauf que c'est un gars qui est supposé être un candidat à remporter un titre pour Ferrari un jour, Mhm. puis il y a encore trop d'erreurs dans son jeu pour qu'on puisse dire avec certitude que si Ferrari lui fournit la bonne voiture, il serait capable de décrocher des grands honneurs. Donc à ce moment-là, je peux pas aller plus loin que B. Donc on est identique, encore une fois, dans nos notes pour là. Maintenant, on passe à McLaren. McLaren, c'est intéressant. Pour certains, c'est un accomplissement cette saison. On fait très, très bien. On anime le spectacle.
tout ça qui est pris dans la balance, ben, je trouve ça exceptionnel de leur part, sauf que faut quand même que je vienne mettre les choses en perspective du fait qu'il y a un certain moment dans les dernières saisons où on avait 25% plus de temps en soufflerie, on avait 15% depuis le début de la saison et on aura quand même 5% de plus que, non, 10% de plus que Red Bull d'ici la fin de la saison dans notre temps en soufflerie parce qu'on était troisième à la date où tout a été pris en conséquence, là, c'est-à-dire le 1er juillet. Donc, on a aussi beaucoup plus de temps pour développer que nos adversaires. Donc, on a réussi ce côté-là. Mais de bien comptabiliser ou de bien profiter de notre temps de développement, bien, c'est une partie de l'équation, mais il faut aussi performer en piste. Il faut performer sur le mur des puits au niveau stratégie. On a deux excellents pilotes qui nous livrent la marchandise, qui nous donnent une chance de performer, même s'il y a des petites erreurs à quelques endroits. Mais je pense que du côté de McLaren, il faut qu'on commence à mettre notre philosophie d'équipe qui est prétendante à remporter un titre des constructeurs. Il faut qu'on arrête de penser comme si on avait la quatrième ou cinquième voiture, qu'on prenne plus de risques dans nos stratégies, qu'on se concentre moins sur nos adversaires et plus sur le fait qu'on a la meilleure voiture. Et quand je parle de ça, je parle que ça fait au moins 7 Grands Prix qu'on a la bonne voiture, peut-être même 8, qu'on a la meilleure voiture du peloton, puis on a seulement 2 petites victoires depuis le début de la saison. Comme je le disais, seulement un podium de plus que Ferrari, puis une victoire de moins que Mercedes. Donc à ce moment-là, je ne peux pas aller plus haut qu'un B+ pour Mercedes, pour McLaren plutôt. Je sais que certains diraient ils méritent un A, tout ça, mais il y a trop d'erreurs dans leur jeu encore, donc je ne peux pas aller plus loin que B+ de leur côté. Oui, c'est ça également pour moi. B+ pour l'écurie McLaren. Euh, c'est ça, il y a un problème encore au niveau de l'optimisation des stratégies pour aller chercher le meilleur résultat possible. On fait encore des erreurs par-ci par-là, mais c'est le processus d'apprentissage aussi parce que McLaren a passé tellement de temps loin des victoires qu'il faut réapprendre à gagner, il faut réapprendre à se battre pour les championnats. Ça fait longtemps que McLaren n'a pas fait ça. Et là, c'est de tout mettre en place, c'est de se battre avec la machine qui est Red Bull. Et là aussi, il y a Mercedes qui revient dans le groupe. Là. Mercedes a eu des dernières saisons compliquées, mais Mercedes ont quand même gagné plusieurs titres consécutifs là, depuis le début de la hybride. Là. Donc, s'ils reviennent dans le match, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que McLaren va pouvoir faire aussi face à Mercedes. Peut-être pas cette saison, ils sont quand même devant, mais 2025, ça va être intéressant à suivre. Donc, pour cette saison, jusqu'à date, à la mi-saison, c'est B+ pour McLaren. Et du côté des pilotes, c'est les premiers A de mon classement pilote. Lando Norris et Oscar Piastri ont A-. Donc, ça a été le déclic de Lando Norris, c'est de voir que là, ce pilote-là est passé au step supérieur, le déclic de cette victoire-là qu'il a eu à Miami, ça l'a boosté. Il y a encore des petites erreurs. C'est pas parfait, c'est sûr, mais il y a une belle amélioration dans son pilotage. Comme je dis, c'est sûr qu'il y a toujours des petites choses à améliorer. C'est tout à fait normal. Là. Ça en prend beaucoup pour aller chercher un pilote de la trempe de Verstappen, mais je vois qu'il y a du progrès du côté de Norris, donc c'est pour ça que je lui mets en moins. Et Piastri également, il est encore très jeune, il réussit à bien faire ses courses et tout. La gestion pneumatique, peut-être, comme on dit, un petit peu délicate, mais ça s'améliore, ça y va tranquillement, il prend de l'expérience. Et s'il n'y avait pas eu cet arrêt-là assez rapide là, quand il a à côté son mécano à Spa-Francorchamps, peut-être qu'il aurait pu battre les Mercedes là, au Grand Prix de Belgique. Là, ça ne va pas être de cet arrêt-là. Donc, pour moi, c'est ça. Oscar Piastri, à moins également. Un petit peu plus sévère que toi, ce côté-là, on voit que les rôles sont inversés. Tantôt, je te reprochais que tu étais un professeur très sévère. Ben là, c'est à mon tour d'avoir les lunettes sur le bout du nez et de pointer un peu du doigt là, de donner des torts ou peut-être chercher les poux, certains diront. Mais je suis pas capable de donner plus qu'un B+ à Lando Norris. 7e saison en Formule 1.
c'est un des pilotes qui mentionnait que lorsqu'on a la meilleure voiture, c'est comme si les victoires viennent par magie. Pourtant, il n'en a que seulement une depuis le début de la saison, sa première en carrière. Ça date déjà du Grand Prix de Miami, sans rien lui enlever, mais en mettant les choses en perspective, c'est quand même une voiture de sécurité de façon assez Mhm. exceptionnelle où ce que la victoire va te tomber dans les mains parce que normalement, quand tu vas pouvoir bénéficier d'une voiture de sécurité, c'est très rare que tu vas être le seul des 19 autres voitures en piste qui va être capable de gagner ce 20 secondes-là gratuitement et de le garder dans tes poches. Bravo, il a su remporter cette victoire-là, mais par exemple, on n'a rien à se mettre sous la dent là, depuis ce temps-là. On a des belles performances en qualification, sauf qu'en course, ben, il trouve une façon, malgré les pôles positions, de l'échapper. Il a échappé une pole aussi lors d'une course sprint, même si on n'a pas beaucoup tenu compte des courses sprint depuis le début depuis le début du bilan. Mais quand même, c'était un autre moment où il avait eu la pole, il l'avait échappé. Après le premier virage, il avait fait vraiment un coup de débutant contre un gars d'expérience comme Lewis Hamilton qui l'avait complètement balayé vers l'extérieur. Il n'avait Ouais. pas à concéder l'intérieur à Lewis Hamilton. C'était vraiment une erreur de sa part. Même chose du côté de Max Verstappen, quand il a eu son départ, il tente d'aller, euh, donne beaucoup trop d'attention à Verstappen, tente de le pousser vers le côté. C'était au Grand Prix d'Espagne. Finalement, George Ouais. Russell le dépasse par la gauche. Il bousille cette pole position-là. Donc, il y a trop de rendez-vous manqués du côté de Lando Norris pour que je puisse lui donner une meilleure note. Je vois son amélioration, je vois sa confiance. Je vois qu'il a corrigé là, cette faim-là, là, cette rage de vaincre-là. Avant, je le trouvais un peu trop complaisant. Il arrivait, ah ben, on est deuxième, on est quand même satisfait de ça. C'est un podium, on est satisfait. Mais je pense qu'il en faut un peu plus de son côté, mais il doit absolument corriger ces erreurs-là. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas le mentionner dans les noms d'un possible champion du monde. Pour ma part, je vois trop d'erreurs dans son jeu. Il doit battre Verstappen, qui n'en fait pratiquement pas, pratiquement jamais. Donc, à ce moment-là, il doit saisir ses opportunités. Il ne doit pas en offrir à ses concurrents ou à ses adversaires. C'est quand même 8 podiums depuis le début de la saison. C'est seulement un de moins que Verstappen, mais comme je l'ai dit, seulement une victoire, 199 points. C'est 78 points d'écart avec la tête. Donc, il a eu les opportunités de resserrer cet écart-là. Oui, je sais qu'il y a eu la situation avec Piastri où ce qu'on lui a enlevé la victoire, tout ça, mais encore là, c'est lui qui avait créé son propre sort en ratant son départ. Puis après ça, ben, j'ai pas laissé influencer ça sur sa note, mais après ça aussi, il a bien mal géré la situation, là. Il a enlevé un peu la lumière sur la victoire de son coéquipier Oscar Piastri. Du côté de Piastri, ben, je lui donne un A-, même chose que toi. La raison pourquoi je suis moins sévère avec lui, bien sûr, c'est seulement sa deuxième saison, même si on l'oublie. Il est déjà quatrième au classement, 167 points d'accumulé. Il en avait marqué seulement 97 la saison passée. Si je dis 80 seulement, c'était quand même beau pour une année recrue. Il a une victoire depuis le début de la saison, sa première en carrière, 4 podiums. La raison, ce qui lui fait perdre des points, bien oui, c'est la gestion pneumatique. Ça vient avec le métier. Tu le mentionnais dans le dernier podcast que même Lewis Hamilton, au départ, même un gars qui a gagné 7 championnats du monde, se faisait reprocher de mal gérer ses pneus au début de carrière. Mais il y a aussi en Autriche, si on se rappelle, en qualification, il met les roues à l'extérieur de la piste, Ouais. il se fait effacer son temps. Et après ça, coup de théâtre en course, son coéquipier rentre en contact avec Verstappen et qui est là pour ramasser la victoire? Eh bien, ce n'est pas Oscar Piastri parce qu'il a eu une pénalité en qualification et c'est plutôt George Russell qui peut ramasser des pots cassés et gagner le Grand Prix d'Autriche. Donc encore là, si on ne fait pas l'erreur en qualification, Piastri serait déjà à 2 victoires et aurait remporté le Grand Prix d'Autriche. Même chose, comme tu dis, ramasse le gars, le pauvre employé qui est en charge de soulever la voiture à l'aéropui. C'est peut-être une autre opportunité qu'il aurait pu quitter. Là, on a sacrifié 2 secondes dans cet aéropui-là. Il a terminé à 1,3 secondes de la tête à Spa-Francorchamps. Donc, encore là, ça aurait été l'opportunité de remporter pratiquement une autre victoire. Peut-être qu'il sera 3 victoires au cours de la saison. Je sais que c'est bien des si, mais lorsqu'on échappe des choses comme ça, c'est ce qui fait la différence en fin de saison et c'est ce qui fait la différence aussi entre devenir champion du monde ou ne pas l'être. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça, Kevin, ou tu veux ajouter d'autres choses sur McLaren avant qu'on passe à Red Bull? Ben, tout à fait d'accord avec toi, Martin. C'est sûr que ça y va avec l'expérience dans le cas de Piastri. Donc, il va apprendre avec le temps. Les plus grands ont fait leurs erreurs dans leur jeunesse et après ça, ce sont devenus des pilotes beaucoup plus complets, des pilotes, bon, je ne pourrais pas dire plus professionnels, mais qui ont engrangé de l'expérience et qui sont devenus pratiquement des machines de course automobile. On n'a qu'à penser aux plus grands de l'histoire de la Formule 1, Schumacher, Hamilton, Verstappen, Senna, Prost. Là, c'est comme ça. C'est le métier qui rentre, comme on dit.
Exactement. Puis là, on est rendu à Red Bull. Il nous reste que quelques minutes. On va passer ça assez vite, même si on en a quand même beaucoup à dire. Je pense que le dossier Sergio Perez, c'est ce qui a retenu le plus l'attention. Mhm. Je vais y aller tout de suite avec l'écurie. On a commencé la saison avec des scandales. Des choses que peut-être qu'on contrôlait pas, mais certaines choses qu'on contrôlait. Je pense qu'on aurait pu mieux gérer certaines situations, dont justement le cas de Sergio Perez, la chicane entre Helmut Marko et Christian Horner, la chicane entre le père de Verstappen et Christian Horner. J'ai toujours vanté le leadership de Horner. Je pense que lorsqu'on gagne des grands prix, lorsqu'on a la fameuse cible dans le dos, ben, la pression monte. Il a prouvé par le passé il sait accomplir ce travail-là, il sait répondre à la pression. C'est un gars qui est à son poste, là, c'est lui qui est là le plus longtemps là, en tant que directeur. Mhm. C'est très rare qu'on va voir quelqu'un diriger une écurie pendant 20 ans, donc ça prouve qu'il fait des choses de la bonne façon aussi. Mais je pense qu'il y a eu des erreurs dans cette saison-là. On a créé beaucoup trop de distractions qu'on n'était pas obligé de faire. Départ d'Adrian Newey aussi. On a eu la nouvelle Mhm. aujourd'hui qu'on perd Jonathan aussi, qui est un autre grosse perte. Je pense pas que faut complètement donner le tort à Christian Horner là-dessus parce qu'il y a quand même eu une promotion ailleurs. Même chose que James Valls avait quitté Mercedes pour aller travailler, qui est présentement directeur chez Williams. On peut pas empêcher quelqu'un de progresser dans sa carrière, d'avoir une promotion. Ça, on en parlera peut-être plus au cours de la pause. Là, on va avoir notre épisode entre deux courses, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on pourra toucher plus le vif du sujet. Mais je donne un B du côté de Red Bull pour 408 points. Je pense que oui, c'est sévère, mais c'est le fait que ce qu'on aurait pu mieux gérer, les distractions qu'on a laissées autour de l'équipe qu'on aurait pu éviter. De ton côté? Oui, B également. Ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble pas mal depuis le début. B également. C'est sûr que les distractions, ben, veut pas, ça affecte là, les. Bon, c'est sûr que quand on regardait le début de la saison, les performances, on se dit, bon, peut-être pas tant que ça, mais ça crée toujours une petite ambiance délicate, là, même si on dit non, 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 tout est correct. Veut pas, c'est dans le mental, le cerveau, la perception, etc. Donc, pour moi, c'est clair que c'était pas optimal pour Red Bull dans ce niveau-là. Donc, pour ça, je leur donne un B. On est encore premier pour le moment. Ça, ça va peut-être changer, là. On ne sait pas et tout. C'est sûr que la perte d'Adrian Newey est quand même assez importante, là, on va se le dire. C'est pas n'importe qui là, non plus. Et comme tu as mentionné, le départ de Jonathan Weekly qui s'en va du côté de chez Audi, c'est une figure assez emblématique de Red Bull qui est là depuis les débuts là, du projet en Formule 1. Là. Donc, ça fait quand même assez longtemps que ce monsieur-là est présent. Pour les pilotes, un autre A, cette fois c'est un A régulier, Max Verstappen. Euh, Extrait le maximum de la voiture, fait toujours le travail en piste. Il y a eu bon, quelques petites situations, on n'a qu'à penser au Grand Prix d'Autriche aussi, avec Lando Norris. Mais écoute, mis à part ça, Verstappen, je sais pas trop comment euh, critiquer les performances de ce pilote-là parce qu'il réussit toujours à extraire le plus qu'il peut de cette RB20-là. Donc, pour moi, c'est simple. C'est un A. Et du côté de Perez, ben, c'est le contraire. C'est un C. J'irais peut-être pas avec le C- parce qu'il a quand même connu un début de saison correct. Il y a eu des podiums et tout, mais la baisse de performance a été assez impressionnante dans le mauvais sens du terme. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec un C du côté de Sergio Perez. Encore chanceux pour lui qu'il conserve son siège dans la Red Bull. Écoute, j'y vais avec le A, moi aussi, pour Max Verstappen. Je pense que lorsque tu remportes 50% des épreuves, tu mérites un A. Tu pourrais même Ouais. possiblement avoir un A+. Euh, c'est dur de demander beaucoup plus que ça dans une saison d'F1 normale. C'est sûr que là, lui, il nous a habitués à d'autres standards, mais dans une saison F1 plus standard, 7 victoires déjà à la mi-saison. Oui, il y a plus de grands prix, mais même lorsqu'on met ça, mettons, sur 20 courses, 7 victoires, c'est beaucoup. Normalement, 10, c'est assez exceptionnel. Donc, je pense que c'est ça, c'est 50% des épreuves qu'il a disputées, il les a remportées. En qualification, eh bien, comme tu dis, même s'il n'a plus la meilleure voiture, certains aimaient dire, ah, ben, c'est l'auto qui fait tout le travail, sauf que il n'a pas été largué depuis ce temps-là, là.
le dernier Grand Prix, il était une demi-seconde en avant de ses plus proches Ouais. poursuivants. À Montréal, il signe le même temps que George Russell. Ensuite, les écarts avec McLaren, plus souvent qu'autrement, il est dans le même dixième de seconde. Parfois, c'est même c'est 0,022 qui va faire la différence entre lui et Lando Norris. Donc, il ne laisse aucune opportunité à ses adversaires. Quand je parle, là, tantôt, quand j'évaluais les autres pilotes et dire ce que ça prend pour devenir champion du monde, mais on doit prendre des notes et regarder ce que Max Verstappen fait parce que c'est ça. Il n'y a jamais d'opportunité qui est laissée à ses adversaires. Il ne laisse rien pour acquis. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est, selon moi, encore le meilleur pilote en F1. Il se mérite un A. Malgré que certains vont dire, oh, c'est plus compliqué depuis certains temps, mais il était parmi les pilotes qui ont accumulé, le pilote qui a accumulé le plus de points dans les derniers Grands Prix quand même. Donc, même quand ça va mal, Mm. il est encore au-dessus de tout le monde. Donc, Ouais. c'est pour ça. Je peux pas lui donner autre chose qu'un A. Puis j'y vais avec un C- pour Sergio Perez. Je suis d'accord avec toi. Son début de saison fait qu'il aurait peut-être pu se mériter un C, mais ça a été trop compliqué. J'étais content de sa performance en qualification, mais il l'a échappé en course encore une fois. Mm. Ça fait pitié ce que Sergio Perez fait. Et Ouais. puis il est la raison pourquoi Red Bull va possiblement perdre le championnat constructeur si on continue comme ça. Il n'aide aucunement son coéquipier. Puis en plus, ben, il est aussi la raison pourquoi que Red Bull perd des points. Je leur ai seulement donné un B parce qu'on a tellement mal géré cette situation-là que c'est ça. La seule chose que je pense, c'est que je vais arrêter de blâmer Sergio Perez pour le reste de la saison parce qu'il a déjà donné tous les torts à son écurie. Je pense que les personnes qu'on va devoir blâmer pour le reste des courses, c'est Red Bull parce qu'ils ont décidé de le garder en poste. Mm. Oui, il y a des histoires que c'est à cause de Liberty Media, que c'est à cause d'un et un tel, puis pour ça, puis pour l'argent, ces choses, mais ça reste que c'est eux qui ont le contrôle de l'écurie. Et quand tu laisses des gens de l'externe venir te dire quoi faire chez vous, ben le tort te revient parce que c'est toi qui devrais prendre ces décisions-là, parce que les conséquences, c'est toi qui vas les avoir de toute façon. Donc, tu ne devrais pas laisser les autres venir diriger ton écurie. Ça, c'est mon opinion à moi. Est-ce que tu vas ajouter un petit quelque chose en terminant parce que je voudrais pas être obligé de te couper. Je sais que c'est toujours pertinent Mm. lorsque tu apportes un argument. Donc, si tu as autre chose à ajouter. Ben, on a eu beaucoup de records qui ont été battus cette Oui, saison. Je ne les ai pas tous, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est la victoire de Oscar Piastri, qui est le premier pilote du 21e siècle à gagner un Grand Prix. oui, exactement. Ça, C'est incroyable. ça m'a quand même frappé. Ça donne, ça donne un coup de vieux, je peux Je pense dire. que ça a En tout cas, frappé plus. Je pense que ça a frappé plus Alonso et Hamilton, cette aussi, statistique-là. aussi. Sinon, écoute, pour monter, sinon, écoute, c'est dans les années 50, mais là, on parle de Luigi Fagioli qui est né à la fin des années 1800. Là. Donc là, c'est le seul autre pilote qui n'était pas né dans le 20e siècle. Donc, il y a quand même un monde de différence, mais on a une belle saison. Puis écoute, c'est vraiment super ce qu'on voit. Puis c'est très prometteur pour la fin de la saison et même pour 2025. Bon, ouais, parfait. Fait qu'on va être, on va être en mesure de profiter, savourer les 10 dernières courses qui nous restent et puis de se redonner un autre rendez-vous pour faire notre bilan. Entre-temps, ben, tu continues de collaborer avec nous. On a beaucoup de plaisir avec toi à tous les semaines, que ce soit pour les retours sur les Grands Prix ou les épisodes entre deux courses avec notre autre collaborateur, Jean-Christophe. Donc, bien content de t'avoir avec nous pour le reste de la saison et même plus. Donc, merci de nous avoir rejoints pour le bilan aujourd'hui et je te souhaite une bonne pause d'été. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre épisode entre deux courses. Au plaisir, Martin. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre bilan mi-saison. Notre prochain rendez-vous sera vendredi le 16 août. D'ici là, je vous invite à vous garder informés en nous suivant sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous dis à la prochaine.